Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, je vois qu'on a des spectateurs qui arrivent encore. On se présente peut-être, Elvia? Oui, volontiers. Volontiers. Très bonne idée. Donc, je commence. Ça te convient? Oui, oui, ça me va bien. Donc, moi, je m'appelle Elvia Marcelin. Je suis directrice générale chez Manergie, chez Habitat Équipement Collectif en Île-de-France. Manergie, c'est une ingénierie conseil spécialisée en transition énergétique qui accompagne ses clients dans l'aventure de la transition énergétique, quel que soit leur patrimoine. Et moi, c'est Damien Petitot. Je suis directeur commercial d'Alkia Île-de-France. Donc, d'Alkia, nous sommes un prestataire de services énergétiques. On intervient dans plusieurs domaines de clientèle, hein, qui vont des bâtiments publics aux bâtiments privés, aussi dans l'industrie, dans la santé et aussi sur les réseaux de chaleur et de froid. Et donc, à ce titre, on est effectivement très soumis à cette complexité des réglementations énergétiques et des réglementations de manière générale. Et eh bien, avec Elvia, nous avons accepté d'animer cet échange. Et alors, les photos sont pas dans le bon ordre puisque c'est Elvia qui va commencer avec son point de vue de celui du bureau d'études. Là, on a voilà, une table ronde avec d'un côté un bureau d'études et de l'autre côté un prestataire. Et ça nous a semblé logique de mettre les choses dans l'ordre. Et souvent, ça commence par un bureau d'études qui intervient. Je te remercie. Effectivement, c'était le fruit un peu des échanges qu'on a pu avoir. Alors, moi, j'ai la lourde tâche de commencer. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat ou à intervenir si vous le souhaitez, si vous voulez avoir une précision le plus rapidement possible. Alors, avant de se lancer sur les bonnes pratiques, de quoi on parle? En France, on a une particularité, au-delà du fait qu'on est très bon en pâtisserie, c'est qu'on a le millefeuille à la française de la réglementation. Et évidemment, on a plusieurs couches qui se superposent. Alors, en bas de l'écran, vous avez la dimension des Nations Unies, donc les accords internationaux qui sont ratifiés par les États. Donc, bien sûr, vous connaissez très certainement le protocole de Kyoto et les accords de Paris, et bien d'autres qui viennent engager les États de manière volontaire dans une trajectoire, en l'occurrence, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de contenir le réchauffement global sous un certain seuil, et qui se décline ensuite à chaque échelon, on va dire, régional, pour rendre une réelle action législative. Donc, à ce niveau international, ça s'additionne évidemment l'échelon européen pour ce qui est donc de la communauté européenne et de l'espace Schengen en particulier. Alors, quand on parle de transition énergétique et d'efficacité énergétique à l'échelle des bâtiments, il y a deux éléments qui sont fondateurs. D'abord, le règlement de neutralité, qu'on appelle aussi la loi européenne sur le climat de 2021, et une directive efficacité énergétique de 2012 et 2024. Alors, moi, je ne suis pas juriste de formation. Néanmoins, comme Damien, j'imagine, on a dû se conformer à qu'est-ce que c'est qu'une réglementation. Un règlement européen est, par définition, directement transcrit en droit français. Il n'y a pas besoin d'une transcription au sens littéral avec une loi et un décret d'application. Donc, à partir du moment où il est publié, il est applicable en droit français. La directive, en revanche, elle nécessite une transcription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une adaptation au droit français. Donc, on a vu l'échelon international, l'échelon européen, et au niveau français, c'est là où on commence à voir une multitude d'engagements qui s'appliquent aux bâtiments quand on parle d'efficacité énergétique. Alors là, ce n'est qu'un petit florilège, j'ai envie de dire. On a bien sûr le code de l'énergie, le code de l'environnement, le code de la construction et de l'habitation qui s'applique, qui se décline ensuite en réglementation. Alors pour les plus anciens d'entre nous, on a des réglementations thermiques. En 2012, ça commence à remonter, mais bon, pas tant que ça, de mon point de vue. C'est toujours très personnel, ce genre de choses. On a la RE 2020, bien sûr. Et après, il y a tout ce qui a trait à la loi d'accélération des ENR de 2023, la loi
POP, alors c'est une loi de programmation en fonction des orientations et des politiques énergétiques. Donc c'est quelque chose d'important parce que ça fixe vraiment les éléments liés au C2E. Et je vois qu'il y a une petite coquille, c'est pas 20 058 bien sûr, mais c'est 2005. Ensuite, on a la loi Elan, la loi énergie-climat, les C2E, la PPE, l'ICPE, la SNBC. Parce qu'en plus, pour ajouter de la complexité à la complexité, il y a une myriade d'acronymes. Et donc, ce foisonnement rend pas forcément extrêmement clair à quoi est soumis un bâtiment en France quand on parle d'efficacité énergétique. Pour faire ce travail non exhaustif, hein, j'insiste beaucoup, euh, je me suis basée sur une publication actée qui est très bien faite et je vous invite à pouvoir la regarder. Et elle a été publiée en août 2025. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce panorama des différentes réglementations euh, énergétiques et de l'efficacité énergétique des bâtiments évolue. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un rythme, une complexité des textes qui nécessite une approche qui soit structurée. Parce que tous les périmètres que je vous ai évoqués s'additionnent. Il n'y a pas de zone d'exclusion. De ce fait, il faut avoir la capacité à en faire la synthèse et pour un donneur d'ordre, en particulier nos clients que sont, en tout cas pour ce qui est de notre côté, la partie vraiment commande publique, eh bien, ça nécessite d'avoir un panorama extrêmement vaste et pouvoir en faire la synthèse pour que une action puisse répondre à plusieurs réglementations. Alors, ici, on commence un peu après ce panorama où on voit le foisonnement des éléments qui incombent donc aux donneurs d'ordre et à tous les acteurs de la filière quand on parle d'efficacité énergétique. On a voulu remettre ici les enjeux pour les acteurs publics en particulier, la matrice des coûts, la planification et le financement. Et chaque acteur va avoir des enjeux et des besoins qui sont un peu connexes. Et surtout, on va voir à quel point c'est forcément très enchevêtré et qui nécessite de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir atteindre notre objectif global, qui est donc maîtriser la consommation énergétique des bâtiments et les charges en particulier pour les locataires, pour les bailleurs sociaux. Alors, la maîtrise d'ouvrage, son enjeu, on a de 4 ordres. Maîtriser les coûts énergétiques, bien sûr, les charges pour ce qui est des bailleurs et aussi le budget global du patrimoine dont il est responsable. Le deuxième point, c'est répondre aux obligations réglementaires, comme on se l'est dit tout à l'heure. Et quand on est dans le cadre de la commande publique et en particulier des collectivités, ben, on a un devoir d'exemplarité de l'État. Donc, au-delà des aspects de pouvoir être juste réglementaire, il faut être exemplaire pour pouvoir engager l'intégralité de la filière du bâtiment dans cette dynamique-là. Troisième point, c'est améliorer le confort des usagers et valoriser ainsi le patrimoine immobilier. Alors, quand on parle de patrimoine immobilier, on parle de label, on parle de diagnostic de performance énergétique et aussi d'attractivité de l'outil et du patrimoine considéré. Donc, les besoins associés à ces enjeux vont être de 3 ordres. Des scénarios d'investissement qui soient lisibles et réalistes, un pilotage simple et synthétique pour une prise de décision la plus rapide possible. Et bien sûr, un interlocuteur de confiance qui permet de faire la synthèse de tous ces éléments-là pour pouvoir rendre compte d'un point de vue opérationnel des investissements qui sont nécessaires au niveau de la maîtrise d'ouvrage. Alors, un assistant à maîtrise d'ouvrage, ça fait quoi? Il y a plusieurs enjeux. Accompagner les décisions de la maîtrise d'ouvrage, bien sûr, en toute neutralité. L'objectif, c'est de défendre principalement et exclusivement ses intérêts, garantir la cohérence entre les ambitions, les moyens et les résultats, opération par opération, mais également à l'échelle de son patrimoine. Assurer la conformité réglementaire et la soutenabilité du projet et créer les conditions d'une performance qui soit durable, c'est-à-dire du coup soutenable dans le temps, donc post-travaux. En termes de besoins, nous, AMO, de quoi avons-nous besoin? De données d'entrée qui soient fiables et actualisées, un engagement réel des parties prenantes et aussi de méthodes et d'outils qui nous permettent de gagner du temps et faire en sorte qu'on ait un outil qui soit fiable. L'exploitant, alors bien sûr, là, je laisserai Dalkia, bien sûr, abonder ou compléter ou pouvoir challenger notre perception, mais ce que je vois dans notre métier d'AMO, on est vraiment à l'interface entre les deux, des enjeux de 4 ordres, de mon point de vue, garantir la continuité de service, évidemment, assurer la performance réelle des installations, réduire les interventions correctives et vraiment aller dans une notion de préventif pour pouvoir avoir un outil ou un patrimoine qui soit le plus
le plus optimum possible et adapter la maintenance aux nouveaux outils tels que la gestion technique du bâtiment, les capteurs et la data. Pour répondre à ces enjeux, trois besoins: des données fiables et accessibles avec des objectifs clairs et partagés, des installations qui soient bien conçues et documentées pour pouvoir réaliser une exploitation efficace et une collaboration fluide entre la maîtrise d'ouvrage et l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour s'assurer qu'on aille tous dans la même direction. Alors, si on en fait la synthèse, du coup, les objectifs à atteindre, bien sûr, c'est réduire les consommations, planifier les investissements sur 10 à 30 ans et sécuriser l'investissement et les subventions. Ces éléments sont importants parce que quand on parle de patrimoine de bâtiment, eh bien, effectivement, la durée de vie d'un bâtiment est longue et on veut avoir un investissement qui soit le plus soutenable possible dans le temps. Les contraintes qu'on peut identifier, bien sûr, c'est des données qui sont bien souvent dispersées et incomplètes et qui rendent compte du patrimoine et de l'histoire d'un bâtiment et du patrimoine a fortiori. Les coordinations sont multiples, hein, donc la maîtrise d'ouvrage, les exploitants, les financeurs. Donc, tout ça fait que du coup, ça nécessite en tout cas la capacité de synthèse et de pouvoir intégrer l'intégralité de ces dimensions-là parce que chaque acteur va avoir un besoin spécifique et l'objectif, c'est de voir le besoin commun, racine, qui permettent d'atteindre nos objectifs communs. L'arbitrage budgétaire et la priorisation des travaux. C'est sûr, on le dit souvent, tous les maîtrises d'ouvrage ont un mur d'investissement pour engager la transition énergétique de leur bâtiment et l'efficacité énergétique. Et ça pourra ne se faire que par phase et prioriser dans le temps pour que ça puisse être efficient. Les besoins qu'on peut voir, bien sûr, les clients, c'est besoin de visibilité financière et de conformité réglementaire. Un AMO, c'est connaissance du périmètre du patrimoine et des orientations stratégiques de la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est très important. L'objectif, c'est d'avoir un plan global dans lequel on s'inscrit pour donner de la cohérence tant au niveau de la maîtrise d'ouvrage qu'au niveau des partenaires avec lesquels on va lancer dans cette aventure de l'efficacité énergétique. Et bien sûr, la partie exploitant avec des outils de pilotage, la GTB, mais pas que, une bonne connaissance aussi du patrimoine et une technicité qui leur est propre. Alors, quand on a essayé de travailler sur cette question, c'est-à-dire comment répondre efficacement aux réglementations énergétiques, on s'est dit quels sont les facteurs clés de succès. Alors moi, j'en ai identifié 4 qui me paraissent très importantes. Déjà, des responsabilités qui soient clairement définies par acteur, par partie prenante, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'incompréhension. C'est souvent des éléments qu'on peut rencontrer quand on est dans une communauté de parties prenantes. La transparence des données, c'est-à-dire du coup, quelles sont les données dont on dispose, celles dont on ne dispose pas et par lesquelles il va falloir pallier de par l'expertise, le retour d'expérience qu'on peut avoir. Un dialogue qui soit à la fois technique et décisionnel, qui soit fluide. C'est important. Pourquoi? Parce que toutes les parties prenantes sont mues par un objectif global qui est d'entreprendre la transition énergétique des bâtiments. Et pour que ce soit réel, il faut que tout le monde puisse pouvoir donner son avis, son point de vue et aussi entendre les éventuels risques qu'on peut identifier parce que chaque projet est unique. Et bien sûr, dernier point, c'est là dans une logique d'amélioration continue. On voit que les dispositions contractuelles en particulier, on parlera ça tout à l'heure, évoluent eux également. Et donc, il faut toujours se remettre un peu en question sur la manière dont on travaille pour faire en sorte d'aborder au mieux cette aventure. Alors, je vais me concentrer principalement sur le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce qu'il est en mesure de réaliser? Nos principales missions sont au nombre de 4. D'abord, un AMO, ce qu'on peut dire, c'est qu'on le qualifie, on le compare plutôt à un chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre de la stratégie énergétique définie par le client, donc par la maîtrise d'ouvrage. Donc, la première mission qu'on va avoir, c'est traduire la réglementation en actions concrètes et maîtriser le risque de la fluctuation des prix des énergies. On l'a vu depuis la crise du Covid, ça a été un vrai traumatisme de tous les acteurs. Tous les acteurs, c'est que cette fluctuation a engendré un risque. Et la maîtrise de ce risque, ça fait partie aujourd'hui de notre métier
de pouvoir contenir, le contenir au mieux et surtout d'envisager les meilleurs arbitrages pour notre client à venir. Deuxième mission, être l'interface entre les différents acteurs et en faire la synthèse. C'est vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure. On a une myriade d'acteurs qui interviennent et nous, AMO, notre objectif, c'est de pouvoir être l'interface, faire la synthèse et défendre les intérêts de la maîtrise d'ouvrage. Troisième mission, garantir la cohérence technique, juridique et financière des projets, que ce soit à l'échelle d'un bâtiment ou d'un patrimoine dans sa globalité. Quatrième mission, accompagner la montée en compétences du maître d'ouvrage. Ça fait partie aussi de notre métier. On fait appel à un AMO pour leur technicité, leur capacité à pouvoir aborder les sujets techniques et juridiques et financiers, vraiment les trois briques. Et notre objectif, c'est aussi de pouvoir transmettre ces éléments-là à la maîtrise d'ouvrage pour qu'ils puissent se l'approprier pleinement. Donc, les 4 piliers des bonnes pratiques, j'en ai identifié 4. Structurer et optimiser les données énergétiques, anticiper les jalons réglementaires. Alors, ça, il faut être humble. Comme on l'a vu tout à l'heure, le rythme est un peu effréné de la réglementation énergétique. Donc, néanmoins, on essaie de pouvoir être dans une tendance pour pouvoir anticiper un maximum ces dispositions-là. Faire le lien entre les études et les actions concrètes et bien sûr impliquer les parties prenantes dans la durée. Pas uniquement en phase d'étude, mais bien lors de la phase de chantier et la phase d'exploitation, ça va être très important. Alors, pour ce qui est de les 4 piliers des bonnes pratiques, commençons par structurer et optimiser les données énergétiques. Donc, l'idée, c'est d'abord identifier les gisements des données, les factures, la gestion technique des bâtiments, bien sûr, mais les audits, etc. Faire une base de données qui soit fiable et exploitable et se baser sur notre retour d'expérience et nos expertises pour pallier aux données manquantes. Ça va être un élément déterminant. C'est rare d'avoir un patrimoine avec l'exhaustivité de toutes les données énergétiques. En termes d'astuces, l'objectif, c'est de pouvoir mutualiser les données d'exploitation à l'échelle d'un patrimoine pour pouvoir faire en sorte qu'on ne fasse pas plusieurs collectes qui sont en général assez fastidieuses et qui ont plusieurs usages. L'objectif, c'est qualifier et fiabiliser. Donc, on va faire des contrôles qui soient croisés, qui sont pour vérifier la complétude et la cohérence temporelle des informations qu'on peut collecter. Pour l'anticipation et la planification, donc l'objectif, c'est de connaître les échéances clés, les dates de déclaration, les plans d'action, les audits, quand est-ce que ça se fasse dans le temps, mettre en place un calendrier qui soit partagé avec la maîtrise d'ouvrage et surtout de donner de la visibilité sur les innovations technologiques qui peuvent répondre à un ou plusieurs enjeux réglementaires identifiés. Nous, ce qu'on fait également en tant qu'AMO, c'est qu'au-delà de la mission qui est en cours, l'objectif, c'est de mettre en perspective cette demande-là, en tout cas cette exigence réglementaire avec toutes celles qui existent aujourd'hui pour pouvoir optimiser, faire en sorte de pouvoir exprimer notre devoir de besoin de conseil dans le cadre de nos missions. Ensuite, pour ce qui est passer du diagnostic à l'action, ça va être un point important, c'est transformer les études en feuilles de route opérationnelles, prioriser en fonction des risques, on l'a évoqué, juridiques, techniques et financiers. Et l'objectif, c'est de voir la matrice qu'on a sur la droite, là, toute action qui a un fort impact et qui est facile à faire, du coup, c'est les actions sur lesquelles on va prioriser et on dit on fonce, il ne faut pas attendre. On va temporiser celles qui sont un impact faible et pour lesquelles la faisabilité est simple. L'impact fort et complexe, on va le planifier. Et celles pour lesquelles il n'y a pas d'impact et c'est compliqué, celles-ci, on va les laisser tomber. Impliquer et embarquer les parties prenantes dans le temps. Ça, l'objectif, c'est que c'est vraiment une aventure globale, donc c'est collectif. L'efficacité énergétique, c'est forcément à plusieurs qu'il faut l'envisager. Il faut défendre les intérêts de la maîtrise d'ouvrage et faciliter le dialogue avec les parties prenantes. Et une bonne pratique pour nous, c'est de la pédagogie et de la gouvernance. C'est certainement aussi important que la technique qu'on va pouvoir amener sur un projet pour s'assurer qu'on aille tous dans le même sens. Si je peux, avant de laisser la parole à Damien, pour moi, la réglementation pousse la filière à évoluer, à affiner nos pratiques. C'est aussi une opportunité de progrès collectif. Ça permet une accélération de la maturité des technologies innovantes,
parce que bien souvent, une technologie innovante est soumise, est portée plutôt par des subventions, ce qui va accélérer la rencontre plus rapide du marché par ces subventions. Ensuite, on va avoir un patrimoine plus résilient par de la décarbonation. Donc, on va améliorer la soutenabilité des projets par des subventions pour pouvoir avoir un patrimoine qui puisse ben, encaisser, j'ai envie de dire, toutes les variations du climat qui sont à venir. Euh, Ce qu'on perçoit également, c'est qu'on a une grande orientation performance. Il y a une grande diversité des modalités contractuelles que je n'ai pas évoquées ici, P1, P2, P3, des contrats de performance énergétique, des conceptions, réalisation, exploitation, maintenance, des marchés globaux de performance, des marchés globaux de performance énergétique et paiement différé. Comme vous voyez, il y a tout un acronyme et toute une cohorte qui existe. Et l'objectif, c'est de pouvoir utiliser cette innovation aussi contractuelle pour accélérer la transition énergétique et faire en sorte que nos patrimoines soient plus résilients dans le temps. Du coup, Damien, je te laisse Bien, la suite. merci, Elvia. Alors, donc, ouais, je vais lancer ma présentation. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est bien visible? Oui, c'est bon. OK. Oui, Alors, effectivement, euh, on se situe dans un cadre où effectivement l'AMO a bien conseillé sa maîtrise d'ouvrage. Et puis, ben, arrive souvent ce qui doit arriver, c'est-à-dire un contrat d'exploitation technique. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de faire un petit pas de recul et d'embrasser un peu plus que la réglementation énergétique, puisqu'en réalité, la réglementation, elle est plus vaste que ça, puisque dès qu'on arrive sur des patrimoines techniques, il y a tout un tas de règles qui s'imposent aux maîtres d'ouvrage et aussi à son exploitant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est effectivement la conformité réglementaire, bah, c'est une obligation complexe. Et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que le contrat d'exploitation technique transforme en sérénité pour votre entreprise, vous maître d'ouvrage ou votre organisation, sur la partie déléguée. Alors, juste pour redire un petit peu différemment ce qu'a dit Elvia, plutôt que d'y aller thème par thème, je me suis amusé à rechercher le paysage réglementaire vu sous un angle qui est celui du nombre de mots des différentes réglementations françaises. Eh bien, en 1970, il y avait 10 millions de mots. En 2000, 20 millions. Et en 2023, 44 millions. Donc ça, c'est une source tout à fait officielle, secrétariat général du gouvernement. Donc, on peut se dire qu'on a en gros 2 fois plus de normes, ou elles sont 2 fois plus volumineuses qu'il y a 20 ans. Et par rapport à 1970, hein, donc il y a 50 ans, on est à 4 fois plus. Alors heureusement, on a aujourd'hui un petit peu d'intelligence artificielle pour nous aider, mais derrière, il y a quand même des actions à faire. Alors, c'est vrai que ce qu'on voit hein, au travers de l'évolution du nombre de mots, c'est que ben, les lois et les législations et la réglementation en fait, se transforment rapidement. Le législateur a toujours plein d'idées donc ben, ça s'accumule. Et en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est bon un instant qu'on l'est le lendemain. Et c'est quand même assez difficile d'embrasser une vision 360 de toutes ces réglementations. Et pour autant, bien que ce soit compliqué, nul n'est censé ignorer la loi et les risques sont conséquents. Euh, une non-conformité peut entraîner des sanctions financières lourdes, des arrêts d'activité, une atteinte significative à la réputation de l'entreprise ou de l'organisation, voire même, dans les cas les plus graves, un risque pénal pour les personnes qui pourraient être recherchées. Alors, nous, c'est vrai qu'on chez Dalkia, on focalise notre expertise sur la performance énergétique, par exemple le décret tertiaire, mais aussi la sécurité des équipements, la santé et l'environnement de nos salariés, mais surtout aussi des occupants des bâtiments, hein, puisque quand même, il faut remettre les choses dans l'ordre. La performance énergétique, c'est extrêmement important, mais la santé et la sécurité des humains qui occupent, travaillent dans les locaux, ça reste la priorité numéro un. Alors, nous avons 4 piliers qui nous semblent extrêmement importants. Donc, un, c'est garantir la conformité de l'exploitation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le maître d'ouvrage a défini un périmètre à maintenir ou à exploiter que le maintien dans des conditions opérationnelles en conformité avec la légalité est simple. Vous voyez, il y a le code du travail, mais il y a aussi tout un
plein d'autres réglementations qu'il va falloir tenir. Deuxième point, la veille réglementaire. Comme les choses évoluent, au fur et à mesure, il faut qu'on s'adapte en fonction des nouvelles réglementations qui deviennent très importantes. Un point numéro 3 qui est extrêmement important et qui est souvent oublié, c'est que quand bien même on se fait un système d'information, de management, de la qualité, de la sécurité, de l'environnement extrêmement bien, si on n'a pas des équipes certifiées et formées qui sont en capacité de comprendre ce qu'on leur demande et ce qu'elles doivent faire, bah, tout ce que vous avez fait avant, finalement, malheureusement, ça n'est que des mails, du papier ou des procédures. Il faut vraiment réussir à embarquer au fur et à mesure des gens qui comprennent et qui sont capables de tenir les exigences réglementaires. Et puis, enfin, du conseil, justement, auprès de toutes les parties prenantes et du dialogue pour au fur et à mesure améliorer et parfois aussi faire des travaux d'adaptation lorsque les équipements ne sont plus conformes à la réglementation, ne nous permettent pas individuellement et collectivement d'aller vers les objectifs, les nouveaux objectifs de performance. Alors, si je reviens sur la sécurité des personnes et des biens, euh, il y a d'abord la maîtrise normative et ça embrasse plein de domaines, hein. Évidemment, souvent chez Dalkia, on s'occupe du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, mais très vite, on va tomber sur aussi des sujets d'électricité, hein, de conformité électrique, des normes SSI, hein, donc sécurité incendie, aussi sur des sujets d'aérolytique, aérolique, de VMC, de qualité sanitaire, des équipements sous pression, des fluides frigorigènes. Vous voyez, à chaque fois, sur chaque technologie, sur chaque champ, il y a une réglementation. On a aussi l'objectif d'avoir un engagement de qualité, hein, qui doit garantir l'intégrité et l'intégralité de l'ensemble de notre approche et donc du fonctionnement des équipements. Le troisième point, c'est qu'une fois qu'on s'est organisé, il faut tracer. En fait, en permanence, il faut être en capacité de démontrer que l'on a bien agi au fur et à mesure comme la réglementation l'indique. Et ça, pour tracer, en fait, il faut avoir organisé la maintenance. C'est-à-dire que si on court après le temps, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut anticiper et avoir une maintenance, une exploitation qui est d'ores et déjà organisée pour respecter la réglementation. Quand on a ces 4 piliers qui sont maîtrisés, on est en capacité d'organiser la sécurité des personnes et des biens. Et là, je fais un focus sur l'organisation de la maintenance. En fait, la maintenance, il y a des maintenances qui sont des maintenances techniques qui sont, je dirais, nécessaires au fonctionnement des équipements, qui peuvent être inscrites dans la réglementation ou pas. Et puis, il y a aussi des contrôles par exemple, un contrôle d'étanchéité sur des groupes froids. Le groupe froid, il peut peut-être marcher, certes pas très bien, mais s'il y a une petite fuite de fluide frigorigène. En revanche, la réglementation vous impose à maîtriser ces fuites et ces recherches de fuite. Et donc ça, si vous n'avez pas la mise en place d'un plan de préventif adapté, vous ne serez jamais capable de prouver cette maîtrise. Et donc là, il faut une gestion de maintenance assistée par ordinateur. C'est le seul moyen, c'est le terme GMAO qui est peut-être un peu vieillissant d'ailleurs, mais qu'il faut utiliser. Parce que si on n'a pas ces gammes qui peuvent représenter des milliers d'interventions sur un grand patrimoine, on est incapable de s'en sortir. Et là, le petit plus qu'il faut avoir en tête, c'est que ces systèmes de GMAO qui sont mis en place soit avec des solutions marché ou des solutions internes, ce qu'il faut, c'est surtout avoir des passerelles pour que les maîtres d'ouvrage, s'ils ont un outil, eh ben, tous les outils puissent communiquer, qu'ils puissent aller chercher l'information comme ils le désirent. Alors, je reviens sur cette notion de traçabilité. C'est la preuve de votre conformité. Hein, et à la fin, c'est ce qui est écrit en bas, c'est votre protection juridique en tant qu'entreprise ou organisation. Vous avez délégué à un professionnel qui fait la preuve de ce, d'abord qui s'est organisé pour maintenir et exploiter et qui en apporte la preuve. Et pour que cela fonctionne, bah, nous, par quoi on passe? On passe par un espace client accessible 24 heures sur 24 qui va vous donner l'ensemble de nos interventions et puis des dossiers techniques que l'on va faire au fur et à mesure en fonction des sujets que vous nous déléguez.
Si je refocus maintenant sur la performance énergétique et notamment le fameux décret tertiaire, vous savez, décret tertiaire qui vient nous donner des obligations croissantes en termes de réduction de consommation d'énergie primaire. Alors, nous, notre préconisation, et elle va bien en écho de ce que disait Elvia, c'est que d'abord, il faut un diagnostic initial. C'est-à-dire que si on ne sait pas d'où on part et où est-ce qu'on veut aller, il y a toutes les chances qu'on s'épuise. Donc c'est vrai que pour nous, exploitants, prestataires, services, on aime bien quand on a une maîtrise d'ouvrage qui est forte, qui sait ce qu'elle veut. Et donc c'est vrai que souvent, quand elle s'appuie sur un assistant à maîtrise d'ouvrage dont c'est le métier, ça simplifie beaucoup parce que l'AMO va souvent être un peu le traducteur entre notre langage à nous et celui du client dont ce n'est pas le métier de base. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet souvent d'améliorer l'efficacité. Derrière, on va pouvoir organiser une optimisation technique avec des améliorations des systèmes, mise en place de GTB, des solutions aussi efficaces de production énergétique. Troisième point, mesure et vérification. Et oui, c'est-à-dire qu'on s'est organisé et donc on a fait des travaux. Et derrière, est-ce qu'ils donnent réellement le résultat? Et c'est bien là l'engagement de résultat. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite apporter, ce n'est pas que des dépenses de travaux, c'est aussi des économies d'énergie garanties, et ça de manière claire et transparente. Petit zoom, puisqu'on est sur des rencontres numériques, j'en profite au passage pour dire que chez Dalca, nous avons développé une solution d'IA que l'on appelle Copilote. Cette solution, en fait, grâce à de l'IoT et des sondes, va permettre de chauffer le bâtiment et les éléments du bâtiment à la juste température que vous souhaitez, de manière auto-apprenante. C'est-à-dire que c'est une couche supérieure qui vient sur la GTB. Et donc, au fur et à mesure de l'expérience sur le bâtiment, au bout de 6 mois, 1 an, notre solution permet d'anticiper les remises en chauffe à la juste puissance des chaufferies, des pompes à chaleur. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que, en fait, chaque bâtiment est complexe. S'il fallait qu'on passe par une solution de modélisation, ça prendrait un temps infini. Alors que là, avec l'intelligence artificielle et les modèles auto-apprenants, en fait, elle s'habitue au fonctionnement de chaque bâtiment en fonction de la météo. Et petit à petit, on arrive à embarquer des économies d'énergie relativement intéressantes. C'est souvent je dirais, la solution qui vient gagner les derniers pourcentages d'économie d'énergie en plus des solutions que l'on met en place de changement, par exemple, de chaudière gaz qu'on va transformer remplacer par des pompes à chaleur tout ou partie. Eh bien, l'IA va être le deuxième étage de la fusée qui va nous permettre d'atteindre les objectifs d'économie d'énergie de 40, 30 ou 50%. Alors, la méthodologie éprouvée, je ne reviens pas dessus, puisqu'en fait, c'est finalement celle qui était décrite par Elvia tout à l'heure, hein, de l'audit initial, en passant par la planification, l'exécution importante, un suivi continu, et puis derrière, des propositions d'amélioration et de travaux, puisque en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est jamais terminé. En fait, on peut pas s'arrêter. C'est ça qui est à la fois intéressant, mais aussi compliqué. Alors, les bénéfices de notre partenariat pour le maître d'ouvrage, d'une part, moi je le rappelle, c'est quand même la sécurité juridique. Puisqu'en fait, avec un contrat de résultat, eh bien, vous confiez euh, une obligation de résultat à un prestataire. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et avec la traçabilité qui va avec, ça montre bien que le maître d'ouvrage s'est organisé pour respecter la réglementation. Deux, eh bien, on est sur une performance optimale, hein, puisqu'on a assorti nos engagements par des engagements de résultats et aussi des pénalités, ce qui nous emmène eh bien, derrière à aller chercher vraiment ce qui est possible, le mieux qui est possible à atteindre, que ce soit d'un point de vue maintenance, mais aussi d'un point de vue performance énergétique. C'est aussi une simplicité opérationnelle, hein, puisque en déléguant à un prestataire, finalement, et ça peut être sur un ensemble de lots techniques, eh bien, il n'y a qu'une seule tête avec qui parler. Alors, ça ne veut pas dire que la maîtrise d'ouvrage doit se désintéresser de ce que fait son prestataire.
Au contraire, c'est-à-dire qu'elle doit être là, elle doit être dans le suivi, dans le dialogue, probablement assistée par un AMO. Mais le fait est qu'il y a moins de besoin de rentrer dans le détail et il y a cette idée de périmètre confié. Et le dernier point, bah, c'est la valorisation patrimoniale, hein, des bâtiments qui consomment moins, dont on sait prouver qu'ils ont moins consommé pendant un certain nombre d'années. Eh bien, c'est aussi au moment de leur revente, eh bien, une meilleure valorisation pour les futurs acquéreurs. Alors, je vais finir par un petit GE. Alors, les boutons ne fonctionnent pas, hein, mais bah, si vous voulez un audit de conformité ou découvrir nos solutions énergétiques, cliquez sur A ou B. Dans tous les cas, de manière plus pragmatique, je suis là pour vous répondre et vous accompagner autant que de besoin. Voilà, mais je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. S'il y a des questions, je ne sais pas, Elvia, je n'ai pas regardé. Alors, dans le chat, moi, je ne vois pas de questions. Donc, peut-être que nous avons été extrêmement clairs. Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations, des compléments d'information sur certains thèmes? On a un certain nombre, plusieurs dizaines de personnes qui sont connectées. Alors, elles sont peut-être discrètes. Souvent, la première question qui est la plus complexe, donc il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai une question pour toi, Elvia. Oui. Est-ce qu'il t'arrive de conseiller des clients qui n'ont pas de prestataire technique? C'est rare. Ouais, En c'est toute rare. franchise, c'est rare. C'est rare. Pourquoi? Parce que Manergine, on intervient principalement sur des patrimoines existants, donc pas du neuf déjà. Donc ça veut dire que c'est des patrimoines qui ont déjà une histoire et pour lesquels, que ce soit les collectivités, les bailleurs ou les établissements de santé, c'est des objets assez techniques qui nécessitent quand même l'intervention d'un tiers avec de l'expertise et aussi une capacité d'intervention. L'expertise, pourquoi? Parce que à l'échelle d'un patrimoine, bah, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diversité de technologies et donc il est très complexe pour un acteur, une maîtrise d'ouvrage, d'avoir et des experts en froid, et des experts en électricité, Hmm. et des experts en CVC. Enfin, c'est vraiment compliqué d'avoir l'intégralité des expertises. Nous, ce qu'on voit, c'est effectivement, on accompagne les maîtrises d'ouvrage à choisir ben, le meilleur partenaire en fonction de l'objet technique qu'ils souhaitent identifier. Et pour nous, c'est très important d'avoir cette complémentarité-là. Effectivement, je te rejoins, il faut forcément une maîtrise d'ouvrage qui soit forte, c'est-à-dire qu'elle ait un plan un peu, si ce n'est stratégique, en tout cas un objectif qui soit clair, un élément pratico-pratique, projet par projet pour pouvoir le décliner, et ensuite des partenaires et des exploitants en particulier pour le rendre réel. Parce qu'à un moment donné, au-delà effectivement de la planification, la phase d'application est aussi complexe parce on passe à la réalité. Et la réalité, il y a toujours des éléments, si ce n'est qui nous surprennent, en tout cas, qui nous amènent à être agiles, on va dire ça comme ça, à s'adapter et à pouvoir garder le cap avec ben, des aléas qu'on essaie de contenir un maximum mais qui existent quand on passe en phase réelle. Donc ça, c'est pas, ça nous arrive rarement d'avoir une maîtrise d'ouvrage avec aucun exploitant. Voilà. Mais en tout cas, on C'était est un là. peu ce que je pensais, mais bon, Oui, bien sûr. c'est bien d'avoir ce retour, parce que par définition, quand nous discutons avec un client, c'est que nous sommes là. Eh ben, évidemment, évidemment. Et pour nous, c'est très important d'avoir aussi cette notion de comprendre le métier que ça représente. Ça, c'est quelque chose aussi d'important qu'on essaye de pouvoir inculquer aussi, de se dire que faire que tout le patrimoine chauffe en hiver, ça paraît simple et normal aujourd'hui, mais ça demande l'implication de beaucoup de personnes, beaucoup de monde, aussi bien la maîtrise d'ouvrage que des exploitants. Et effectivement, c'est pas si simple que ça. Mais oui, et un des piliers sur lequel je reviens, c'est en fait, on,
on reste quand même sur un certain nombre d'opérations qui sont des opérations humaines. D'ailleurs, qu'elles Mm, soient sur le terrain ou derrière, je dirais, des écrans pour piloter, mais il y a quand même besoin effectivement de beaucoup d'humains dans nos métiers. Et, et assurer la capacité euh, technique de formation qui est tout à fait nécessaire à l'ensemble des mm, équipes, et ben ça, c'est un challenge de tous les jours, hein, puisqu'on a des oui. pyramides des âges qui évoluent, avec des sachants qui partent en retraite, et Mm, puis des nouveaux mm, entrants mm. c'est normal, n'ont pas tout à fait l'expérience. Et en fur et à mesure, effectivement, on a cette montée en compétences. Et rien que ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et si vous n'avez pas toute une organisation de formation, un management adapté, en fait, on peut écrire ce qu'on veut, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, la complexité, elle vient aussi de la capacité à embarquer l'ensemble de nos collaborateurs, mais c'est aussi vrai chez nos clients, hein. C'est vrai chez tout le Bien monde. sûr, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on partage aussi fréquemment. Il y a une pénurie de compétences, mais quel que soit l'acteur. Et du coup, effectivement, la notion de formation, de fidélisation des collaborateurs, c'est forcément un enjeu pour toute la filière et pour les maîtrises d'ouvrage également. S'assurer de pouvoir avoir les bonnes personnes au bon endroit. Et effectivement, c'est un sacré défi quand même, encore aujourd'hui, de faire en sorte de pouvoir être attractif et en même temps donner du sens à ce qu'on fait dans notre quotidien. Exactement. Avec une forte dimension, on le voit, une accélération des outils, une accélération des méthodes et des réglementations qu'on va devoir mobiliser et s'approprier au plus vite possible pour répondre à nos enjeux. Donc effectivement, c'est des beaux défis. C'est des beaux défis qui nous animent. Est-ce que nous avons des questions? Ben, toujours pas. Donc, Alors, je crois que de toute si façon, on arrive quasiment à la fin de la séance. de notre session, Ouais. effectivement. En tout cas, merci pour cette invitation. Et puis, j'espère qu'on a pu éclairer un petit peu ce qu'est la réglementation énergétique et pouvoir donner les regards croisés. C'est toujours intéressant. Bah, nous vous remercions effectivement pour votre écoute merci aussi à Citron d'avoir organisé Mm. ce moment d'échange et de partage finalement qu'on n'a pas tant l'habitude de faire que cela. Pour moi, c'était une Non, première. Voilà, on a l'habitude parfois de parler devant des salles. En numérique, c'est un peu différent, donc c'est une expérience aussi intéressante. tout Merci. à fait. Merci à vous et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Merci. Au revoir.